La salle bourdonnait de rires et du tintement des verres, le jazz discret en arrière-plan se mêlant aux murmures de félicitations. Mon nom circulait depuis une semaine, comme le favori pour la promotion au poste de directeur. J'avais passé des années à bâtir ma réputation pierre par pierre, heures supplémentaires, gestion de crise, mentorat des nouvelles recrues. Cette célébration, organisée par les ressources humaines, avec mon nom sur la banderole, devait être l'aboutissement de mon dévouement. Debout près du bar, observant les collègues que j'avais formés lever leurs verres en mon honneur, je ressentais une vague de fierté que je m'autorisais rarement. J'ai croisé le regard de mon patron à travers la pièce et il a hoché la tête, se dirigeant lentement vers la petite estrade au centre. Mon cœur battait plus vite à chacun de ses pas. J'ai ajusté ma chemise, prêt à monter et à prononcer un discours que j'avais répété une douzaine de fois dans ma tête. Puis il a parlé, et tout s'est effondré. Mesdames et messieurs, levons nos verres à l'homme de l'heure, Lucas, mon neveu. Il n'est là que depuis un mois, mais il a montré l'initiative et l'énergie dont cette entreprise a besoin. Mon sang s'est glacé quand il m'a regardé droit dans les yeux et a ajouté « Il est plus proactif que toi, il mérite cette promotion ». J'ai souri, applaudissant mécaniquement avec les autres. À l'intérieur, quelque chose s'est tordu. Mais j'ai ravalé ma colère. Ce n'était pas le moment, pas encore. Le reste de la soirée s'est déroulé comme dans un brouillard. Des collègues sont venus me parler, certains avec un malaise évident, d'autres complètement inconscients de ce qui venait de se passer. J'ai répondu à leurs questions banales sur mes projets du week-end, comme si mon monde professionnel ne venait pas de s'écrouler, comme si je n'avais pas été humilié devant toute l'entreprise. J'ai observé Lucas naviguer dans la foule, acceptant des félicitations qu'il n'avait pas méritées. Son costume semblait neuf, sa confiance fabriquée. Il a évité mon regard toute la soirée, sauf une fois quand nos yeux se sont croisés près du buffet. J'ai vu un éclair de culpabilité traverser son visage, rapidement remplacé par un sourire forcé. Il savait ce qu'il m'avait volé, et il savait que je savais. Le trajet jusqu'à mon appartement à Montparnasse a été le plus long de ma vie. Les rues de Paris défilaient, illuminées par les réverbères qui se reflétaient sur la Seine au loin. J'ai garé ma voiture et suis monté les 4 étages, sans emprunter l'ascenseur. J'avais besoin de sentir quelque chose, même la brûlure, dans mes jambes. Une fois à l'intérieur, j'ai laissé tomber mes clés sur la table et me suis assis dans l'obscurité. La colère et l'humiliation se mélangeaient, créant un poison qui s'infiltrait dans chaque partie de mon être. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fixé le plafond, rejouant les moments où j'avais fait confiance à mon patron, où j'avais cru en l'équité, en la méritocratie. Quelle naïveté! Dans les premières lueurs de l'aube, j'ai pris une décision. Je ne crierai pas, je ne démissionnerai pas, je ne me plaindrai pas. Je ferai quelque chose de bien plus dangereux. Je sourirai, j'accepterai et j'attendrai mon moment. Je me suis déplacé dans la foule comme une ombre portant un masque. Mon sourire était figé, mon rire synchronisé avec le leur, mes mots trempés dans le miel. Personne ne pouvait deviner que derrière mes yeux, une tempête avait commencé. J'ai félicité Lucas. Je lui ai même serré la main. Il était poli, reconnaissant même, mais inconscient de ce que son ascension soudaine signifiait pour quelqu'un qui avait tout donné à l'entreprise. Le week-end s'est écoulé dans une étrange immobilité. Mon téléphone vibrait avec des photos de la soirée, moi souriant, des gens riant, Lucas avec son bras autour de mon épaule. La trahison n'avait pas encore complètement fait son chemin, mais mon corps la ressentait. Un poids pesait sur ma poitrine, une tension qui ne voulait pas se relâcher. Je savais que je ne pouvais pas laisser passer ça, non pas parce que je voulais me venger, mais parce que j'avais besoin de justice. J'avais besoin de reprendre le contrôle de mon histoire. Alors je suis resté silencieux. Le lundi, je suis entré au bureau comme si rien ne s'était passé. J'ai salué tout le monde, me suis assis à mon bureau et répondu aux emails, assisté aux réunions. Le monde continuait de tourner, mais ce que mon patron ignorait, c'est que les engrenages avaient déjà commencé à tourner. J'avais passé trop de temps à observer tout ce qui m'entourait, trop longtemps à remarquer les fissures, les défauts et les secrets. Et j'avais gardé des notes. Au café du coin, rue Vavin, j'ai rencontré Marie, une ancienne collègue partie il y a 6 mois. Elle travaillait maintenant chez un concurrent, mais nous étions restés en contact. Ses yeux bruns m'ont scruté par-dessus sa tasse de café lorsque je lui ai raconté ce qui s'était passé. « Tu ne sembles pas aussi en colère que tu devrais l'être », a-t-elle observé, méfiante.
La colère est un luxe, ai-je répondu. Je préfère la clarté. Et qu'est-ce que la clarté te dit de faire? J'ai hésité. Même avec Marie, je ne pouvais pas tout révéler. Pas encore. De continuer à sourire, de faire mon travail, d'observer. Elle a secoué la tête. Je te connais depuis 5 ans, Thomas. Tu n'es pas du genre à simplement observer. J'ai souri malgré moi. Les gens changent. Pas toi, a-t-elle insisté. Tu attends quelque chose. Tu as un plan. Le soleil d'automne parisien filtrait à travers la fenêtre du café, créant des motifs sur la table en bois. J'ai regardé ma montre, évitant son regard perspicace. Sois prudent, a-t-elle ajouté, plus doucement cette fois. Ce genre de jeu finit rarement bien pour ceux qui les commencent. J'ai hoché la tête, payé nos cafés et suis retourné au bureau. La semaine s'est déroulée avec une étrange monotonie. Lucas essayait de s'adapter à son nouveau rôle, faisant des erreurs que j'aurais pu éviter. Mon patron l'aidait constamment, corrigeant ses fautes en coulisses, me demandant parfois de l'assister sans que Lucas le sache. L'ironie ne m'échappait pas. Chaque soir, je rentrais dans mon appartement silencieux, allumais mon ordinateur portable et continuais mon travail secret. Je compilais, organisais, connectais des points que personne d'autre n'avait remarqués. Chaque email archivé, chaque mémo confidentiel, chaque décision douteuse formait une image de plus en plus claire. Une image que je n'avais pas prévue, mais qui prenait forme sous mes yeux. Ce n'était pas seulement du népotisme, c'était bien pire. Au cours des 3 dernières années, j'avais compilé un journal privé, des emails qui n'auraient jamais dû être envoyés, des approbations qui franchissaient les limites éthiques, des raccourcis pris pendant des projets importants. Je n'avais jamais eu l'intention de les utiliser. À l'époque, cela ressemblait à une police d'assurance ou peut-être simplement à un enregistrement de comment les choses fonctionnaient réellement sous la surface. Mais maintenant, ces archives devenaient des plans. Chaque soir de cette semaine-là, je restais tard. Non plus par obligation, mais pour me préparer. Je passais en revue des fichiers, comparais des données, retraçais des signatures. Ce que j'ai découvert n'était pas seulement de la négligence, c'était de la corruption cachée sous des rapports polis. Mon patron avait dissimulé des irrégularités financières, rejetant la responsabilité sur d'autres départements. J'ai tout vérifié 2 fois, je connaissais le risque. Mais les preuves étaient irréfutables. J'ai élaboré un rapport si méticuleux qu'il ne pouvait être réfuté quand, réécrivant l'histoire, mon cœur battait la chamade, tandis que je le chiffrais, stockant des copies dans plusieurs endroits sécurisés. Mais l'objectif n'était pas de le détruire, c'était de l'exposer et de donner au conseil d'administration une chance de corriger leur trajectoire. L'entreprise que j'avais aidé à construire ne méritait pas de pourrir sous sa direction. Et je ne méritais pas d'être mis de côté comme rien. Le vendredi soir, alors que les bureaux se vidaient pour le week-end, j'ai pris un verre avec Sylvie, la secrétaire du conseil d'administration. Nous nous retrouvions souvent au Café des Artistes, un petit bistrot près de la place de la République. Elle avait 20 ans de plus que moi et une sagesse que j'admirais profondément. « Tu sembles préoccupé », a-t-elle remarqué, sirotant son kir. « C'est encore cette histoire de promotion ?»« En partie, ai-je admis, jouant avec mon verre de vin rouge. Tu connais bien le conseil, Sylvie. Sont-ils au courant de tout ce qui se passe dans l'entreprise ?» Elle m'a regardé avec curiosité. « Que veux-tu dire par tout ?» Les décisions de Bertrand, ses méthodes, ses arrangements. Son visage s'est fermé légèrement. Ils voient ce qu'ils veulent voir, Thomas, tant que les chiffres sont bons en fin de trimestre. Et s'ils ne l'étaient pas vraiment, les chiffres, je veux dire. Sylvie a posé son verre et s'est penchée vers moi. « De quoi parles-tu exactement ?»« Je ne peux pas en dire plus maintenant, » ai-je murmuré. « Mais je voulais savoir si quelqu'un présentait des preuves concrètes au conseil. Les examinerait-il objectivement ?» Elle a réfléchi un moment, ses yeux scrutant les miens. « Certains membres, oui. D'autres sont des amis de Bertrand depuis Sciences Po. Mais, elle a baissé la voix. La présidente, Madame Dumas, ne tolère aucune malhonnêteté. Si tu as quelque chose de solide, elle écoutera. » Cette conversation m'a donné à réfléchir tout le week-end. Dans mon appartement, j'ai finalisé mon rapport, éliminant toute trace d'émotion ou de rancune personnelle. Ce n'était pas une vendetta. C'était une question d'intégrité, de principe, de justice. Le dimanche soir, assis sur mon balcon avec vue sur le jardin du Luxembourg, j'ai programmé l'envoi automatique du document pour lundi matin, 9 heures précises.
Une fois l'email parti, il n'y aurait plus de retour en arrière. Je savais que ma vie professionnelle ne serait plus jamais la même. Peut-être serais-je considéré comme un traître, peut-être comme un héros, probablement ni l'un ni l'autre. J'ai pris une profonde inspiration, regardant les lumières de Paris s'allumer progressivement alors que le crépuscule enveloppait la ville. La dernière fois que j'avais ressenti un tel mélange de peur et de détermination, c'était lors de mon premier jour dans cette entreprise, 7 ans plus tôt. J'étais entré avec des principes, des espoirs. Je refusais de sortir sans eux. Le lundi suivant est arrivé drapé de routine. J'ai enfilé ma chemise habituelle, pris mon café habituel et suis entré dans le bâtiment comme tous les autres jours. Mes collègues m'ont salué, ignorant le document programmé pour être livré à 9 heures précises dans la boîte de réception de chaque membre du conseil. J'ai gardé une posture détendue, un comportement calme, mais mon esprit égrenait le compte à rebours. Quand l'heure a sonné, l'atmosphère du bureau a changé. Au début, c'était subtil, une vibration dans les murs, un vacillement dans les expressions. Puis les chuchotements ont commencé, des gens marchant plus vite, des portes se fermant un peu plus fort. Mon patron est sorti de son bureau, pâle et la mâchoire crispée, appelant quelqu'un sur son téléphone. Je l'ai observé depuis mon bureau alors qu'il se dirigeait vers les ascenseurs. 10 minutes plus tard, 2 hommes des RH du siège sont arrivés. Le conseil avait convoqué une session d'urgence. Je n'étais pas invité, bien sûr, mais je savais ce qu'ils voyaient. Mon rapport n'exposait pas seulement de la négligence. Il montrait des modèles, des lacunes de responsabilité, et comment les promotions, comme celle de Lucas, faisaient partie d'une structure de favoritisme de longue date. Je n'avais pas mentionné la soirée. Je n'en avais pas besoin. Les faits parlaient plus fort que ma blessure ne pourrait jamais le faire. J'ai continué à travailler, répondant aux emails, participant à une conférence téléphonique avec nos clients de Lyon comme si c'était un jour ordinaire. Mais la tension dans les couloirs était palpable. Les regards furtifs, les conversations qui s'arrêtaient brusquement à mon approche. Vers midi, Bertrand est revenu de sa réunion avec le conseil. Il m'a regardé à travers la vitre de son bureau, son visage un masque indéchiffrable, puis il a fermé les stores. « Tu sais quelque chose ?» m'a demandé Élodie pendant notre pause déjeuner au petit restaurant italien en face. Elle était responsable du marketing, une alliée occasionnelle dans les batailles bureaucratiques quotidiennes. « À propos de quoi ?» ai-je demandé innocemment, coupant méthodiquement ma salade niçoise. « Ne fais pas l'idiot. Tout le monde sent qu'il se passe quelque chose. Bertrand a été convoqué par le conseil ce matin. Les RH rôdent. C'est comme si nous étions assis sur une bombe à retardement. » J'ai haussé les épaules. Peut-être qu'ils ont finalement réalisé que les derniers chiffres du trimestre n'étaient pas aussi bons qu'annoncés. Elle m'a fixé avec suspicion. « Comment le saurais-tu ? Ces rapports sont confidentiels. »« Je ne fais que spéculer, » ai-je répondu, soutenant son regard. « Comme toi. » De retour au bureau, l'atmosphère s'était encore alourdie. Lucas était enfermé dans son nouveau bureau, les stores également tirés. Vers 15 heures, la présidente du conseil, Madame Dumas, est arrivée en personne. Petite, élégante, dans son tailleur gris anthracite, elle dégageait une autorité tranquille qui faisait taire les conversations à son passage. Elle ne m'a pas regardé. Elle n'avait pas besoin de le faire. Elle savait qui j'étais maintenant. À 16h30, un email à l'échelle de l'entreprise est tombé. Une réunion générale était convoquée pour le lendemain matin. Présence obligatoire. Pas d'exception, pas d'explication. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai marché le long de la Seine, regardant les bateaux-mouches glisser sur l'eau, remplis de touristes insouciants. Je me sentais étrangement détaché, comme si j'observais ma propre vie depuis une certaine distance. J'avais allumé la mèche. Je ne pouvais plus l'éteindre maintenant. Demain, je verrais si l'explosion valait le prix que j'allais certainement payer. Le mercredi, le bureau était silencieux d'une manière différente. Le bureau de Bertrand était verrouillé, sa plaque nominative retirée. Un directeur intérimaire avait temporairement pris le relais et une note à l'échelle de l'entreprise avait été envoyée concernant des préoccupations d'intégrité interne. Aucun nom n'était mentionné, mais tout le monde savait. Mes collègues me regardaient différemment, pas avec pitié, mais avec une sorte de respect silencieux. La réunion générale de la veille avait été brève, mais dévastatrice. Madame Dumas avait parlé avec une précision chirurgicale des irrégularités financières, découvertes et des décisions managériales problématiques qui avaient eu lieu.
Elle avait annoncé la suspension temporaire de Bertrand pendant l'enquête, sans jamais mentionner mon nom, ni la source des informations. Mais ses yeux avaient croisé les miens une fois, brièvement, et j'y avais vu une reconnaissance tacite. Lucas essayait de m'éviter. Je ne lui en voulais pas. Il était un pion dans un jeu plus vaste, propulsé sous les projecteurs sans comprendre le champ de bataille. Il avait été rétrogradé à son poste d'origine, et bien qu'il me fasse encore un signe de tête dans les couloirs, l'étincelle dans ses yeux avait disparu. Quant à moi, je continuais à faire mon travail, mais je me sentais maintenant plus léger, parce que j'avais finalement récupéré quelque chose qu'ils avaient essayé de me prendre. Ma dignité. Ce matin-là, un mot laissé sur mon bureau me demandait de rejoindre Pascal, le directeur intérimaire, pour déjeuner. Nous sommes allés dans un bistrot discret sur la rue de Rivoli, loin des oreilles curieuses de l'entreprise. « Tu as pris un risque considérable », a-t-il dit après que nous ayons commandé. Pas une question, une constatation. Pas aussi grand que celui qu'ils ont pris en pensant que personne ne remarquerait, ai-je répondu, étalant ma serviette sur mes genoux. Pascal a souri légèrement. Tu as toujours été observateur. C'est ce qui fait de toi un bon analyste. Mais je n'avais pas réalisé que tu étais aussi stratégique. J'ai haussé les épaules. Nécessité est mère d'invention. Le conseil est impressionné. Pas ravi, mais impressionné. Tu as compilé en 3 jours ce que leur équipe d'audit n'avait pas découvert en 3 ans. 7 jours, ai-je corrigé. Et j'avais une motivation personnelle. Il a acquiescé, comprenant. La vengeance est un puissant moteur. Ce n'était pas de la vengeance, ai-je insisté, surpris par ma propre conviction. C'était de la justice, de la vérité. J'aime cette entreprise, Pascal. Je n'allais pas la regarder être mal gérée par quelqu'un qui ne respecte pas les règles qu'il impose aux autres. Notre déjeuner est arrivé. Un steak frites pour lui, une quiche lorraine pour moi. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes avant qu'il ne reprenne la parole. Le conseil veut te rencontrer, demain. Mon estomac s'est noué. Pourquoi faire? M'interroger? Te remercier et discuter de ton avenir. Puis est venue l'invitation à la réunion, du conseil lui-même. Ils voulèrent me parler en privé. La salle était silencieuse lorsqu'ils m'ont remercié pour mon honnêteté et mon initiative. Ils ont dit qu'ils admiraient ma loyauté envers la vérité. Ils ne m'ont pas offert le même poste dont j'avais été dépouillé. Ils m'ont offert quelque chose de mieux, un rôle dans la conformité et la stratégie rapportant directement au conseil. Je n'ai pas souri cette fois. J'ai hoché la tête. C'était suffisant. Cela fait 3 mois que cette tempête est passée. Le bureau semble le même, mais il se sent différent. Il y a une tension maintenant, mais ce n'est pas de la peur. C'est de la vigilance. Les gens parlent avec plus de précaution, agissent de façon plus responsable. Il y a un sentiment de responsabilité qui n'existait pas avant. Et bien que personne ne le dise ouvertement, je sais que je fais partie de ce changement. Mon nouveau bureau est plus petit que celui qu'aurait dû être le mien, mais sa vue sur la tour Eiffel compense largement. Mon équipe est petite, mais efficace. Notre mission, examiner les processus internes, garantir la transparence, proposer des améliorations. En 3 mois, nous avons déjà identifié et corrigé des failles que personne n'avait remarquées ou que certains avaient choisi d'ignorer. Bertrand a démissionné 2 semaines après sa suspension. L'enquête avait confirmé tout ce que j'avais découvert, et plus encore. Lucas travaille toujours ici, revenu à son poste initial. Au début, il m'évitait, honteux peut-être, ou confus. Puis un jour, il est venu dans mon bureau, a fermé la porte et s'est assis. « Je ne savais pas », a-t-il dit simplement. « Pour les malversations, je veux dire. Mon oncle m'a juste offert le poste. J'ai pensé que c'était une opportunité, ai-je complété pour lui. N'importe qui aurait fait pareil. » Il a secoué la tête. « Pas toi. Tu as fait ce qui était juste, même quand ça a dû te coûter. » J'ai réfléchi à ses paroles. Ça m'a coûté moins que ce qu'il m'aurait coûté de ne rien faire. Nous ne sommes pas devenus amis, Lucas et moi, mais nous nous respectons. C'est peut-être mieux ainsi. Parfois, je repense encore à cette nuit, le goût de la trahison, le poids de l'humiliation. Mais ça ne me pique plus, ça me rappelle que le silence n'est pas toujours noble, et que sourire à travers la douleur ne vous rend pas fort. Agir, même quand cela vous terrifie, si. Je n'ai pas cherché la vengeance. J'ai cherché la vérité. Et ce faisant, j'ai trouvé quelque chose de plus fort que la revanche. Hier soir, j'ai dîné avec Marie,
au petit restaurant basque près de la place Clichy. Elle observe toujours les gens avec cette même perspicacité qui m'avait mis mal à l'aise lors de notre conversation au café, il y a des mois. « Tu as l'air différent », a-t-elle dit, examinant mon visage par-dessus son verre de vin blanc. « Comment ça ?»« Plus ancré, moins furieux, plus toi-même. » J'ai considéré ces mots. J'ai appris quelque chose ces derniers mois, sur moi-même, sur ce qui compte vraiment. « Et qu'est-ce qui compte vraiment ?» a-t-elle demandé, un sourire jouant sur ses lèvres. Pas les titres, pas les bureaux d'angle, mais savoir que quand tu te regardes dans le miroir, tu peux soutenir ton propre regard. Elle a levé son verre. À l'homme dans le miroir, alors. Chaque matin, je me regarde dans le miroir avant de quitter mon appartement. Pas avec fierté, pas avec égo, mais avec clarté. Je vois un homme qui a choisi de se lever quand il était plus facile de rester silencieux. Un homme qui connaît sa valeur, avec ou sans titre. Et cela, finalement, est la seule promotion qui compte vraiment. Ce soir, en rentrant chez moi le long du canal Saint-Martin, j'ai croisé un jeune homme qui venait d'être engagé dans notre service. Il avait l'air anxieux, déterminé, comme je l'étais autrefois. Il m'a demandé comment réussir dans l'entreprise. J'ai réfléchi un moment avant de répondre. « Fais ce qui est juste », lui ai-je dit. « Même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. » Il a hoché la tête, sans vraiment comprendre. Un jour, peut-être, il comprendra. Ou peut-être, n'aura-t-il jamais à le faire. Peut-être que les changements que nous avons apportés signifient qu'il n'aura pas à choisir entre son intégrité et sa carrière. C'est un héritage dont je peux être fier.